diarrhée hydroélectrolytique chez quelqu'un pour laquelle on ne trouve pas de cause par ailleurs à cette diarrhée hydroélectrolytique. Et bien entendu, pour être capable de conserver le phénotype absorbeur, il faut un épithélium qui soit intègre. Donc, toutes les maladies qui vont mettre en péril l'intégrité de cet épithélium sont potentiellement génératrices de diarrhée. Je vous ai mis ici quelques exemples. Par exemple, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, toutes les maladies qu'on regroupe sous le nom de SPRU, qui sont en fait des circonstances au cours desquelles on observe une atrophie villositaire. Une atrophie villositaire, c'est une catastrophe absolue pour un intestin grêle. Je vous ai dit, je ne sais plus à quelle occasion, mais que la surface de l'épithélium de l'intestin grêle, c'était d'environ 300 mètres carrés. On se sert de ces 300 mètres carrés pour absorber l'eau, les électrolytes, les produits de digestion, parce que les villosités sont extrêmement développées. Supprimer les villosités, ou en tout cas les amoindrir, ça réduit la capacité d'absorption de l'intestin grêle, mais ça ne touche pas aux cryptes. Donc les capacités de sécrétion, elles sont toujours les mêmes. Et on a un épithélium qui est de moins en moins absorbeur, mais qui est toujours autant sécréteur. Et on peut voir apparaître dans ces conditions-là l'apparition d'une diarrhée. Je vous ai cité la tuberculose iléale. On n'en voit plus très souvent des tuberculoses iléales, mais il n'est pas exclu que vous en rencontriez. Tuberculose iléale, ça met en péril un certain nombre de fonctions importantes de l'intestin grêle, par exemple celle de réabsorber des acides biliaires, et la quantité d'acides biliaires délivrés au côlon va être anormalement élevée dans ces conditions. Bien. Alors, il nous reste à parler de deux cations divalents, puisque jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de monovalents. Le calcium et le fer. Alors, je vous parle du calcium cette année, et puis, pour ceux qui réussiront à passer dans l'année suivante, je vous en reparlerai l'an prochain. Parce que l'expérience prouve que vous avez du mal à retenir tout ce que je vous dis. En tout cas sur la durée. Dans l'ensemble, vous arrivez à vous en sortir pour des périodes relativement courtes qui incluent le mois de mars. Au-delà, bon. Alors, qu'est-ce que l'absorption de calcium a de particulier par rapport, ou qu'est-ce que l'absorption des cations divalents, parce que ce qu'on dit pour le calcium est vrai en grande partie pour le magnésium. Qu'est-ce que l'absorption des cations divalents a de particulier par rapport à celle des cations monovalents, sodium et potassium? Elle a ceci de particulier qu'elle n'est pas complète. Sodium, c'est simple, il n'y en a pas, ou quasiment pas dans les sels. Potassium, il y en a très peu dans les sels par rapport à ce qu'on a ingéré. Pour le calcium et le magnésium, ce n'est pas du tout le cas. En fait, si vous regardez ce qui se passe dans l'intestin d'un individu normal, qui prend une quantité normale de calcium alimentaire, c'est-à-dire 25 millimoles quand il est adulte, 25 millimoles, c'est 1 gramme de calcium élément. On se rend compte, si on récolte ces sels et qu'on mesure la quantité de calcium qu'on va trouver à l'intérieur, que la majorité de ce qu'il a ingéré n'est pas absorbé. Alors, là encore, c'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, la majorité ne fait pas l'objet d'une absorption nette, mais en fait, la quantité absorbée est plus élevée que ce qu'on croit. Mais elle est contrebalancée par une sécrétion. Il y a toujours, obligatoirement, une sécrétion de calcium dans la lumière du tube digestif qui provient du pancréas, qui provient de la bile, qui provient des sécrétions intestinales elles-mêmes. Et cette sécrétion, on ne peut absolument rien y faire
il n'y a pas de moyen de la diminuer et elle est d'environ 5 millimoles par jour, quoi qu'on fasse. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'absorber plus de calcium dans la lumière intestinale? Au moins en partie, parce que la majorité du calcium qui se retrouve dans la lumière intestinale n'y est pas sous une forme absorbable. Pour être absorbable, un ion doit être libre. S'il est complexé avec quoi que ce soit, il n'est pas absorbable. Et il se trouve que la majorité du calcium intestinal est complexée, soit avec des molécules organiques, soit avec des anions minéraux, par exemple le phosphate, ce qui a comme conséquence que l'intégralité du phosphate n'est pas non plus absorbable. Par exemple, avec d'autres anions comme l'oxalate, enfin, il y a une multitude de raisons qui font que le calcium va se complexer à des molécules qui le rendent non absorbable. Donc notre capacité à faire pénétrer du calcium dans le milieu intérieur, elle est limitée. Et ça a des conséquences. Dans les années 60, il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelait Christopher Nordin, qui a étudié de manière assez systématique chez des individus volontaires, sains, des deux sexes, quel était le comportement intestinal du calcium, et il a fait la même chose pour le magnésium, et il a fait la même chose pour le phosphate. Et il a pu établir des relations entre la quantité de calcium ingérée et la quantité de calcium absorbée de manière nette, c'est-à-dire la différence entre ce qui est absorbé et ce qui est sécrété, par la muqueuse intestinale. Et en faisant ce genre d'études, il a pu établir une relation qui est celle qu'on observe chez les sujets normaux et dont vous avez ici la courbe moyenne avec l'intervalle de confiance à 95%. Autrement dit, 95% des sujets normaux se comportent selon la relation qui est comprise entre les deux extrêmes. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que lorsque les apports de calcium sont de l'ordre de 2,5 mg par kilo et par jour, ou en dessous, chez la moitié des sujets, l'absorption intestinale de calcium est nulle ou négative. C'est-à-dire que la sécrétion l'emporte sur l'absorption. Donc au mieux, il n'y a pas d'entrée, et au pire, il y a une sortie supplémentaire de calcium de l'organisme. Vis-à-vis du calcium, notre seule source possible, c'est l'alimentation. Donc si on se met dans des conditions comme celle-là, ça veut dire qu'obligatoirement, on se met en bilan négatif de calcium. Bilan négatif de calcium, ça a fatalement des conséquences sur une structure que vous n'avez pas beaucoup de mal à imaginer, j'imagine, c'est le squelette. Donc se mettre en carence calcique, c'est obligatoirement déminéralisant. Mais ça, c'était pour 50% des sujets. Maintenant, si on veut que 95% des sujets aient une absorption intestinale de calcium qui soit au moins nulle, au mieux positive, il faut avoir des apports alimentaires de calcium qui sont de l'ordre de 9-10 mg par kilo et par jour. Pour un individu de 60 kg, ça veut dire, en arrondissant, 600 mg de calcium par jour. Pour un individu de 70, ça fait un peu plus. Alors, comment est-ce que
le calcium est absorbé par la muqueuse intestinale, mais il est absorbé selon deux voies et deux mécanismes. Une partie va être capable de passer à travers les cellules épithéliales. Donc vous avez ici un entérocyte, l'entérocyte d'une villosité. Et ce transport de calcium, c'est principalement un transport duodénal. Je vous avais montré une figure vous disant que le calcium, le fer, etc. sont principalement transportés dans le duodénum. Donc ces molécules dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant et sont aussi présentes sur la membrane plasmique des cellules duodénales. Et ces molécules, c'est quoi? Eh bien, ce sont des canaux. Donc des canaux d'une famille particulière qu'on appelle la famille TRIP. Et dans cette grande famille, il y a un certain nombre de sous-familles, et dans les sous-familles, il y a des membres. Donc en l'occurrence, celle qui est principalement, ou celui des membres qui est principalement exprimé par les entérocytes, c'est TRPV6, alors que dans le rein, on en trouve un autre qui est TRPV5. Mais ça, ce n'est pas important à retenir. Ce qui est important à retenir, c'est que le facteur limitant de l'absorption intestinale transcellulaire de calcium, c'est réellement cette molécule. Une fois que le calcium a pénétré à l'intérieur de la cellule, il va être pris en charge par des protéines spécialisées qu'on appelle les calcium binding proteins, qui vont permettre au calcium d'aller du pôle apical au pôle basolatéral en étant lié à une protéine et pas en se baladant tout seul, libre à l'intérieur du cytosol, parce que vous imaginez le bazar que ça mettrait. Et puis finalement, le calcium sort de la cellule au pôle basolatéral, possiblement par deux mécanismes. Un mécanisme qui est une pompe primaire à calcium, une calcium ATPase, et un mécanisme qui est un échangeur entre le sodium et le calcium. Là encore, ce n'est pas essentiel que vous reteniez ça. Ce qui est important que vous ayez compris, c'est que la sortie de calcium d'une cellule, parce que c'est vrai dans toutes les cellules, la sortie de calcium d'une cellule est forcément une sortie qui est primitivement active ou secondairement active, parce qu'elle se fait contre le gradient électrochimique. Alors que l'entrée de calcium dans une cellule peut très bien se faire par un canal, parce qu'elle se fait dans le sens du gradient électrochimique. Le point important, outre le fait que c'est vraiment l'entrée à travers la membrane apicale qui est le facteur limitant, est que cette réabsorption, elle est contrôlée. Et elle est contrôlée par un certain nombre de facteurs, dont le plus célèbre est le métabolite actif de la vitamine D, ce qu'on appelle la 1,25-dihydroxyvitamine D. 1,25-dihydroxyvitamine D, c'est un stéroïde. Et comme tous les stéroïdes, il va agir par l'intermédiaire d'un récepteur nucléaire. Et le complexe hormone-récepteur est un facteur de transcription. Donc c'est un mode de fonctionnement assez général des hormones qui agissent par l'intermédiaire d'un récepteur nucléaire, c'est que leur récepteur, lorsqu'il est lié à l'hormone, devient un facteur de transcription et module l'expression d'un certain nombre de gènes. Et parmi les gènes qui sont modulés dans cette cellule-là par ce complexe, eh bien, il y a le gène qui code pour ce canal. Il y a également le gène qui code pour cette protéine de transport intracellulaire de calcium et les gènes qui codent pour ces molécules de transport. Donc là, le métabolite de la vitamine D favorise l'absorption intestinale de calcium et c'est pour ça que les situations de carence en vitamine D, au cours de laquelle on manque du substrat qui permet de fabriquer cette hormone, s'accompagne fatalement d'une perte de la capacité normale d'absorber le calcium. Ce qui a été connu depuis très longtemps et assez négligé, c'est qu'il y a un autre transport, une autre voie de transport.
Donc le calcium franchit l'épithélium non seulement en traversant les cellules, mais il peut franchir l'épithélium entre les cellules. Il y a un transport paracellulaire, et comme tous les transports paracellulaires, c'est un transport passif, qui dépend de la différence de concentration qui existe entre la lumière de l'intestin et le milieu interstitiel, autrement dit le milieu intérieur. Vous imaginez bien qu'après un repas qui contient des produits laitiers, la concentration de calcium dans la lumière est plus élevée qu'elle ne l'est dans l'interstitium, et ça favorise l'absorption. Mais en situation de jeûne, ou lorsqu'on a une alimentation qui ne contient pas de produits laitiers et qui, par voie de conséquence, contient peu de calcium, la concentration dans la lumière peut très bien rester inférieure à la concentration dans l'interstitium. Et à ce moment-là, le gradient de concentration, il est dans l'autre sens, et favorisant la sécrétion. Sous prétexte que c'est un transport passif, pendant des dizaines d'années, on a imaginé que ce transport n'était pas régulé, en essayant avec une sorte de court-circuit mental, passif voulant dire non régulé, et il y a tout un champ de la pathologie des épithéliums qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui, avec la découverte que ces transports paracellulaires sont des transports qui sont en réalité extrêmement contrôlés par des facteurs qui deviennent de plus en plus... Enfin, les facteurs ne sont pas de plus en plus nombreux, les facteurs sont ce qu'ils sont, mais la connaissance de ces facteurs s'élargit. Alors, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui qui est